Yes. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel. Oubliez pas, la semaine prochaine, on est en congé. Vous avez une semaine de break. Bon temps pour vous abonner au Patreon. Allez chercher vos extraits bonus. Vous avez 7 jours gratuits de toute façon. Vous pouvez remonter dans le temps également. Il y a 5 à 6 semaines d'archives. Évidemment, les gens qui paient le forfait complet à 10 par mois, on les archive depuis les tout débuts d'Yann et Frank. Donc, on vous invite à aller sur Patreon. Yes. Yes. Merci Jérôme d'être là encore cette semaine. La semaine passée, normalement, il n'y avait pas de libre média sur Yann et Frank, mais on a invité Francis Denis pour parler de son article sur Jordan Peterson, parce que je pense que c'est un sujet quand même important qui crée des précédents aussi, dépendamment de l'issue que tout ça va prendre. Mais cette semaine, ben, regarde, commençons, avant peut-être de faire un genre de semi-victime du jour, commençons avec les grands entretiens de Libre Média. On me dit entre les branches que vous avez reçu un certain Frank, là, je ne sais pas si les gens le connaissent. Le dédomiseur. Oui, c'est ça. Vous avez fait un entretien. Ben, c'est dans une longue série là, que vous faites. Je pense que c'est pertinent de le faire. On n'a plus ça hein, au Québec, des grandes entrevues. Ben, il y a une certaine époque, même, je me souviens de Paul Arcand qui avait reçu Michel Chartrand, qui faisait un peu ce genre de truc-là. C'est assez classique. C'est une formule assez classique quand un journaliste va dire s'asseoir avec quelqu'un, prendre le temps de l'écouter pendant une bonne heure ou environ entre 40 et 1 heure, entre 40 minutes et 1 heure. Donc, ce qu'on appelle les grandes entrevues. On avait commencé cette série-là à Paris. Là, maintenant, on la poursuit au Québec. Donc, notamment avec toi, Frank. Je pense que l'entrevue est très bonne. Pour les auditeurs qui l'ont déjà vu, on voit que les commentaires sont assez bons, en tout cas sur YouTube. Je pense que c'est une bonne formule qu'on ne voit plus assez à la télévision conventionnelle. Vous pouvez aller, les gens peuvent aller la chercher directement sur le site de Libremédia ou directement sur la chaîne YouTube. On intègre toujours la vidéo dans un article pour que les gens qui ne font pas directement sur la plateforme YouTube puissent le voir sur le site même. Donc, je pense que c'est une formule qui est bonne parce que c'est quand même seulement ce genre de formule-là qui permet à quelqu'un de s'exprimer sur un sujet aussi important, par exemple, que la décroissance économique. Donc, ça, c'était le thème de notre grande entrevue. Sur un livre. Donc, c'est souvent une entrevue où je vais prendre le temps de lire le livre de quelqu'un avant de faire l'entrevue, contrairement à d'autres journalistes qui ne lisent pas les livres de leurs intervenants. Leurs invités, c'est-à-dire. Ce qui est quand même... c'est ça. D'ailleurs, je tiens à te le dire, c'était apprécié de voir que je n'étais pas obligé de faire à la fois les réponses et les questions. C'est un peu ce qui est problématique des fois dans les médias. On sent que l'ardeur à l'ouvrage n'est pas toujours au rendez-vous. Vous avez reçu aussi André Berkoff, j'ai écouté, c'est un très bon entretien aussi. Est-ce que tu peux nous dire, à moins que tu ne veuilles pas trop dévoiler de primaire, qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là? Mettons à quoi on peut s'attendre pour les prochains grands entretiens? Prochaine semaine, il va y avoir Philippe Soro 5 mars, qui est un essayiste de la région de Québec. C'est un entretien qui va porter sur les mutations de la gauche et en particulier de la gauche québécoise. Je pense que ça a été aussi très intéressant. On va également avoir Francis Denis, qui est notre caméraman, notre directeur vidéo, qui est sur le comité de rédaction de Libremédia à propos de son livre également, Une révolution pour rien. Donc, une brique publiée sur l'histoire d'évolution du catholicisme au Québec, la permanence du religieux, c'est-à-dire l'État qui finit par remplacer l'Église, grosso modo, au Québec. Qui on va avoir... là, après ça, on va aller tourner à Montréal dans les prochaines semaines. Donc là, je laisse en suspens nos noms à Montréal. On va également avoir Alexa Lavoie dans une formule reportage, pas dans une formule grande entrevue, mais donc Alexa Lavoie de Rebel News qui nous déballe un peu son parcours à Québec parce que c'est une fille de Québec. Donc, on a une espèce de reportage, on se promène à Québec puis elle nous raconte un peu son parcours, ses idées, pourquoi elle finit par arriver à Rebel News, tout ça. Elle nous raconte aussi certaines manifestations qui ont eu lieu à Québec récemment contre les mesures sanitaires. Donc, ça aussi, je pense que ça va être assez intéressant pour découvrir quelqu'un dans une autre formule.
Absolument. Ben, écoute, c'est une formule que personnellement je trouve très intéressante. Puis on y souhaite longue vie. Écoute, j'ai pas le choix. Faut qu'on parle de ça un petit peu avant qu'on vienne au sujet français. Ben écoute, garde, je veux pas dévier des habitudes. Les auditeurs, ils sont attachés. Donc, on va faire un peu une victime du jour. There's so much potential for beauty and for devastation. Écoute, on s'entend pas de cette folle-là, hein, c'est incroyable. Non, écoute, cette personne-là est plus célèbre que ce qu'elle devrait l'être, je pense. C'est vraiment génial, ça. C'est wow. Mais écoute, hier, il y avait un tir groupé. Ça s'est passé en l'espace de peut-être 1 heure à peu près. On a vu la presse, Radio-Canada, Journal de Montréal, la mairesse de Longueuil, le maire de Laval, le maire de Québec, la mairesse de Montréal, le monsieur là, qui ressemble à un chanteur d'opéra qui est ministre au fédéral, là, Pablo Rodriguez. Après ça, là, ils sont... C'est vrai qu'il a l'air d'un chanteur d'opéra. Il a l'air d'un gars qui fait des duos avec Ginette Renault. En tout cas, c'est un drôle de personnage. Mais donc, tout le monde est sorti. Mais en fait, c'était l'hypocrisie la plus totale hier parce que du même coup, je pourrais vous faire entendre un audio, mais je ne l'ai pas sous la main ici. Pablo Rodriguez s'est fait poser des questions par les journalistes qui, pour une fois, ont fait leur travail en point de presse et lui ont dit: oui, mais là, vous annoncez que le gouvernement retire ses pubs de Meta et de Google. Mais c'est drôle, j'ai regardé la page Facebook du Parti libéral du Canada et du M. Trudeau. Il s'est rempli de publicités, de publications sponsorisées. Tout ça, il a répondu: ouais, mais vous comprenez, le gouvernement et le parti, c'est deux entités complètement distinctes, là. Et des gens faisaient le même affaire. La ville de Longueuil a plein de la mairesse de Longueuil publie sans arrêt sur son Instagram, tout ça, des publications. François Legault a plein de trucs de la CAQ sponsorisés avec des pubs un peu partout. Mais au nom des instances, en fait, on dirait qu'on est en train de revivre un peu on dirait qu'on est en train de revivre les sanctions russes version Wish, là, ou je sais pas trop. Là, c'est comme là, il faut faire du virtue signaling, le Zuckerberg et le nouveau Poutine, ou je sais pas trop. Là, alors que c'est très paradoxal parce que on sait que Facebook est très bien pensant, puis toute la Silicon Valley, avec Musk, c'est nouveau maintenant à Twitter, c'est un vent d'air frais. Mais c'est inquiétant parce que tu l'as dit au début, c'est que le conformisme, c'est cette vague d'entraînement qui fait en sorte que tout le monde, tous les représentants du petit establishment se coalisent pour se faire un tir groupé, comme tu l'as dit. C'est un effet d'entraînement qui est assez inquiétant, c'est-à-dire que tout le monde suit tout le temps, en même temps. Donc, il n'y a plus d'espace pour une certaine dissidence. Donc, qu'est-ce que notre petit establishment solidaire de son nombril va canceller après les feux d'artifice et les GAFAM? Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose quand même de relativement nouveau dans cet effet d'entraînement. Je ne sais pas si il me semble que c'est tout mais moi, ça fait mon affaire, honnêtement. Là, je mets de la publicité ces temps-ci, justement, pour les essais gratuits Patreon de Yann et Frank, puis une publicité qui marche quand même bien. Mais là, avec tout le gouvernement qui se retire, parce que ça marche par enchère, les publicités Facebook, je m'attends que mon coût par 1000 va baisser. Moi, j'adore ça. Continuez à faire les clowns, les amis. Ouais. Encore faut-il qu'ils le fassent pour vrai, parce que ouais. c'est vrai que sur le web, même les effets de C11, on les attend encore un peu. Tu sais, des fois sur le web, on se demande quels sont les impacts réels des décisions. On a quand même l'impression qu'il y a une certaine permanence, là, que les choses ne changent pas nécessairement. Mais là, Facebook, vous le confirmez, avait vraiment bloqué l'accès aux nouvelles des groupes comme TVA, par exemple. Oui, exactement. Si des journalistes partagent leurs articles, par exemple, ben, il y a un pop-up qui apparaît. Ils disent: tu ne peux pas partager ce lien-là. Les liens sont bloqués. Ce n'est pas le cas de Libremédia jusqu'à présent. Donc, nous, on n'a absolument pas été affectés par ça. Est-ce que Facebook et compagnie vont épargner les petits médias parce qu'on n'a pas été identifié comme grand groupe ou peut-être parce qu'on a une branche française ou je ne sais pas du tout?
Mais merci à Mark Zuckerberg qui a évidemment intervenu personnellement pour protéger LibreMedia. Mais écoute, le Devoir a quand même fait un article étonnamment honnête sur cette question-là. Et ils nous disent quelque chose d'intéressant que personne. Faut aller fouiller loin dans l'article pour le trouver, mais quand même, je vous le lis ici. L'article s'appelle La loi sur les nouvelles en ligne en 7 questions. Donc, ça parle de la loi C-18, c'est ça qui nous intéresse pour les besoins de la cause. Et voici ce qu'on nous dit. J'ai la citation ici, parce que c'est quand même important là, de revenir aux faits dans cette histoire-là. On nous dit. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, considère que Google et Facebook profitent du partage des contenus créés à fort prix par les médias canadiens sans avoir à vraiment payer pour, au moment où un grand nombre de médias souffrent de difficultés financières. Et c'est le prochain paragraphe qui est important. Les plateformes sont d'un autre avis. Tant Facebook que Google ont fait valoir aux parlementaires qu'elles ont conclu des ententes avec plusieurs médias triés sur le volet, dont Le Devoir. Ces ententes sont désormais compromises. Google a chiffré à 250 millions de dollars la valeur des quelques 3,6 milliards de clics envoyés par son moteur de recherche vers des sites de nouvelles canadiens en une année. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est écrit là-dedans, c'est-à-dire qu'eux disent, on a déjà, ça ne nous a jamais été dit, là, que ces plateformes-là ont déjà négocié des ententes avec des grands médias, dont Le Devoir qui confirme lui-même avoir une entente avec Facebook et Google. Et eux disent, attendez, là, à cause de notre plateforme, vous recevez sur vos sites, où les gens peuvent voir vos pubs sur le Journal de Montréal et tout ça, 3,6 milliards de clics par année. C'est énorme. Ça vaut 250 millions dans leur tête. Dans leur tête, ça vaut au moins 250 millions. Et ce que la loi veut faire, ce qu'on nous dit dans l'article du Devoir, c'est très précis. Là. Quelles sont les dispositions de la loi? La loi sur les nouvelles en ligne a été conçue pour forcer Google, donc Alphabet, et Facebook, Meta, à négocier dès cette année une juste compensation avec les médias canadiens. Si aucune entente satisfaisante aux yeux d'Ottawa ne survient, l'ensemble des dispositions de la loi retombera sur les épaules de ces plateformes avant la fin de l'année. Chaque média pourra à ce moment les obliger à se présenter devant un arbitre qui déterminera la juste compensation à offrir. C'est vrai que c'est louche parce que en quoi les grandes plateformes n'aident pas les médias traditionnels dans la mesure où si les gens ne passaient pas par Facebook, il y a peut-être 30%, 40% des gens qui ne se rendraient pas sur le site du Journal de Montréal. Donc, c'est une courroie de transmission. On va dire, c'est ce qui permet à LibreMedia, on le voit aussi, là, la moitié des gens qui rentrent à LibreMedia sont passés par une plateforme comme Facebook et Twitter. Est-ce que c'est radicalement différent pour Le Devoir, pour les journaux traditionnels parce qu'ils sont fréquentés par des gens plus âgés en moyenne? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu moins statistiquement. Mais quelque chose, la question se pose en quoi, jusqu'à quel point les GAFAM ont nui aux grands médias. Disons que ça mérite d'autres analyses. Ils n'ont pas nuit. Le seul aspect que dans la tête des propriétaires de grands médias qui disent on se fait voler nos revenus. C'est la transition numérique. Pardon, excuse-moi, Yann. Oui, exactement. C'est que présentement, quand tu regardes les budgets publicitaires des annonceurs, mettez-vous dans la peau d'un annonceur. Okay? Vous avez une entreprise, vous voulez avoir de la publicité. Regardez ce que ça vous coûte une pleine page dans le Journal de Québec. Regardez ce que ça vous coûte un 30 secondes à la radio. Et regardez ce que ça vous coûte une publicité sur Facebook et Google. Le coût est beaucoup moindre pour un annonceur sur Facebook et Google en ayant la possibilité d'avoir de meilleures statistiques et en ayant la possibilité de mieux cibler son public. Donc, sans trop de surprise, vous voyez les annonceurs se diriger de plus en plus vers Facebook et Google directement pour mettre leur publicité versus les anciens médias traditionnels. Parce que le produit offert pour les annonceurs est de meilleure qualité. Point final. Après ça, que ce soit des nouvelles, que ce soit des divertissements, des vidéos de chats, c'est pas important. Ce que vous devez comprendre, c'est que les annonceurs qui veulent parler de leurs produits ont des budgets de marketing. Ces budgets de marketing-là sont limités, oui, au Québec, et la portion gobée par les médias traditionnels est en forte baisse depuis plusieurs années. Mais je veux dire, à quelque part, c'est parce que la tarification qu'il y avait par rapport aux résultats réels qu'ils offraient était démesurée, tout simplement.
Puis, OK, oui, donc ils ont comme eu un rendez-vous avec la réalité du marché. exactement. Exactement. Tout ce qui se passe derrière ça, c'est ça. Parce que Dans leur tête, ils disent, ben écoute, si Facebook et Google ramassent l'argent qui nous était destiné avant, ils devraient nous la partager. Ouais, mais attends un peu, là. Google, Facebook, ils ramassent des publicités aussi grâce à leurs vidéos de chat. C'est pas juste à cause de tes nouvelles que tu produis, mon ami. Ben non, ben non. c'est ça, il ne faut pas confondre la transition numérique qui, on sait, a affecté énormément les grands médias, à tel point que beaucoup de journaux ont abandonné leur version papier. Donc, il ne faut pas abandonner le virage numérique avec le rôle des GAFAM. Ça se confond, puis ça ne se confond pas, là. C'est-à-dire, dans la transition numérique, comment les grands médias peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est peut-être en utilisant correctement les GAFAM et non en leur tapant dessus. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert non plus du mais c'est monde numérique, définitivement ça. mais il y a des questions en suspens qui méritent vraiment d'être abordées parce qu'on a l'impression d'une analyse qui est réductrice, qui est simplificatrice et qui, non, moi, je ne suis pas convaincu. C'est parce que c'est facile d'arriver devant la place publique et de dire, ben, écoutez, ils nous volent notre argent, on veut une compensation, tout ça, ils nous volent notre contenu. Ben, ils vous volent votre contenu. Vous mettez vous-même votre contenu volontairement sur ces plateformes-là ou c'est les gens qui partagent. Puis c'est eux-mêmes sur leur site. Si vous allez sur le Journal de Montréal ou peu importe la presse, il y a toujours un petit piton qui dit aux gens partagez cet article sur Facebook, Twitter ou dans le temps c'était Google Plus ou ces trucs-là. C'est eux-mêmes qui incitent leurs propres clients à mettre le contenu sur les plateformes. Partagez-le avec vos amis sur votre Facebook, etc. Abonnez-vous à notre page Facebook. Donc, je veux dire, à ce moment, vous ne pouvez pas accuser ces plateformes-là d'avoir volé votre contenu si vous incitez vous-même vos lecteurs à le partager dessus. Je veux dire, ça fait aucun sens. L'autre bout, avant qu'on passe à l'autre sujet, moi, qui me fait absolument sourire et qui est délicieux dans tout ça, je suis désolé, là, mais je l'ai mentionné hier, je vais leur dire, c'est le fait qu'on est quoi? On est le 6 juillet, il y a 6 jours. Les nationalistes québécois et les péquistes nous faisaient des publications nous disant que le Canada est un État colonial, qui n'est pas notre pays. On ne devait pas le reconnaître. C'est un État qui est imposé par la force, etc. Tu sais, vous connaissez toute la ribambelle. 5 jours plus tard, tous les péquistes du Québec sont à quatre pattes devant le gouvernement fédéral en train de dire hey, c'est donc bien extraordinaire la loi de Justin Trudeau sur le contrôle d'Internet et toute cette patente-là. La mairesse de Longueuil, qui est une péquiste notoire. Il faut lire le site, le tweet. C'est quand même délicieux là, comme genre de naïveté. Je le lis parce que c'est délicieux, vous comprenez. Donc, Catherine Fournier qui nous dit hier, toutes les nouvelles publicités de la ville de Longueuil sur les plateformes de Meta seront suspendues jusqu'à nouvel ordre en guise de solidarité, c'est tellement cute, envers nos médias d'information qui constituent, attention, l'un des piliers d'une société démocratique comme la nôtre. Hey, merci Catherine, c'est vraiment savoureux. Surtout quand ils disent ce qu'on veut. Non, mais quand même, sérieux, c'est tellement candide, on ne sait pas trop, mais mais le pilier démocratique. Ça, là, vous comprenez, c'est après 2 ans de crise sanitaire, présenter nos grands médias comme le summum, le quatrième pouvoir, finalement, les grands défenseurs du journalisme éclairé, de la démocratie. Je ne sais pas qui achète ça vraiment encore. Il y en a, mais. Mais c'est parce que le déclin des revenus des médias, c'est très facile à voir. Là, depuis l'invention d'Internet, les médias ont commis un péché originel et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Ils ont donné leur contenu partout sur Internet gratuitement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à part pour les médias nichés comme le nôtre et comme Libre Média, les gens ne veulent pas payer d'abonnement à 5, 6, 7 piastres par mois. Il y a des médias qui ont réussi à sortir de ça, comme le Wall Street Journal, comme d'autres médias qui ont, dès le début, emboîté le pas des abonnements. Mais eux ne l'ont jamais fait et ils ont donné leur contenu. Et là, ben, ça a fait en sorte qu'ils perdent la vitesse, même bien avant l'invention de Facebook. Facebook, le gros boom de Facebook, c'est 2007, 2009, dans ces eaux-là, où les gens ont vraiment commencé à être là-dessus. Mais les revenus des médias étaient déjà c'était déjà des marchés en déclin bien avant ça. Donc là, moi à mon avis, ça... question, c'est ça, Frank, est-ce qu'on est devant un discours? Est-ce qu'on est devant des grands médias qui essaient d'expliquer leur déboire? Écoute, elle voulait tellement intervenir qu'elle est venue une deuxième fois. J'ai accroché le piton.
Donc, est-ce qu'on se sert un peu de ça pour expliquer le déclin? Les grands médias expliquent leur déclin par une explication un peu facile qui est celle des GAFAM qui, finalement, auraient volé des parts de marché de manière déloyale. Exactement ça, On est Jérôme. devant un discours où on est devant une pure réalité. Je pense que c'est un peu des deux, dans le sens où est-ce que... ben non, moi, je ne crois pas quand même que les GAFAM aient volé de manière déloyale les parts des grands médias. Mais c'est sûr que si on considère que les GAFAM, si on les associe directement à la transition numérique, ben dans cette mesure-là, oui, mais donc on serait devant un discours plus que devant une analyse. La réalité, Jérôme, c'est exactement ça, parce que j'en ai été un annonceur, là, veux pas, j'ai un cabinet de services financiers, puis j'ai fait plusieurs méthodes de marketing au fil du temps. Puis, en 2023, le média de niche, comme moi, ça a été le Radio Pirate, mon média de niche le plus fréquent que j'ai utilisé, ou ce qu'on fait nous-mêmes avec Yann et Frank, a toujours beaucoup mieux fonctionné que les médias traditionnels. J'ai déjà... Vous vous rappelez, Jeff Fillion a déjà été à Énergie pendant 2 ans à peu près. J'ai déjà mis un budget publicitaire de 25 000 $ à Radio Énergie. Là. J'ai déjà fait ça. Là. J'ai reçu 4 appels téléphoniques de nouveaux clients pour ça. Là. 25 000 $, 4 nouveaux clients potentiels, pas signés. Prestige, mais c'est plus du prestige, finalement, ce genre de publicité-là que des retombées. Moi, c'est dans le classement de toutes les stratégies marketing que j'ai utilisées dans ma carrière pour faire connaître mon cabinet de services financiers. Là, cette publicité-là de 25 000 $ à Radio Énergie qui appartient à Bell, ça a été une fucking catastrophe. Un gros gaspillage. Donc, est-ce que ça ne serait pas plutôt que ce qu'on ne veut pas dire, c'est que les grands médias, les GAFAM, les grandes plateformes ont permis l'émergence de petits médias. Et est-ce que ce ne serait pas ça qu'on reprocherait, sans le dire, finalement, aux GAFAM? C'est exactement ça. C'est-à-dire d'avoir permis une constellation de petits médias qui, eux, vraiment, grugent du marché aux grands médias. Parce que dans un texte, justement, qu'on a eu à Libre Média, Philippe Soro 5 mars expliquait justement que les grandes plateformes n'étaient pas les ennemis des médias indépendants et il fallait faire une autre lecture et qu'objectivement, ils étaient, c'est ça, les alliés objectifs des petits médias. Même chose pour YouTube qui héberge des émissions comme la vôtre et qui héberge notre chaîne YouTube également, notre chaîne. YouTube n'a absolument pas intérêt à se mettre à censurer ou à exclure de sa plateforme toute cette constellation de petits médias parce que c'est comme ça que ça fait vivre YouTube en grande partie. Puis on reçoit un partage de revenus sur YouTube, by the way. Les médias passent leur temps à dire que les grands réseaux comme Meta puis Google devraient partager leurs revenus. Mais je veux dire, moi, à chaque fin de mois, je regarde ce qui se passe avec Yann et Frank, puis on reçoit à peu près 1800 $ par mois de YouTube, puis on reçoit à peu près 500 $ par mois de Facebook pour le contenu qu'on a partagé sur leur plateforme. Ça existe déjà. Là. Et oui, puis qu'est-ce qui empêche Québécois de faire la même chose, le devoir, tout ça? Ils le font d'ailleurs. S'ils ne monétisent pas leur contenu, ça, c'est leur problème parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait. Mais je pense aussi qu'on est face à des gens qui ne comprennent pas tout à fait comment ça marche. Là. Ils ont l'impression... Des gens un peu dépassés, tout simplement. Complètement dépassés. Qui ont été formés par des vieilles écoles, puis... Effectivement, il y en a beaucoup, on en rencontre beaucoup des gens qui ne comprennent plus le marché médiatique en général et avec les nouvelles générations, etc. Donc, il y a aussi une incompréhension de la part de plusieurs acteurs, même qu'on pourrait penser très, très allumés, là, mais qui sont un peu, c'est ça, dépassés. C'est le mot. Puis le bout aussi qui est très étrange dans le projet de loi, puis c'est ce qui est contesté par Google et Meta, dont personne ne parle, c'est le fait qu'ils sont les deux seules compagnies ciblées par ça. Apple n'est pas ciblé, Twitter n'est pas ciblé, et il y a d'autres compagnies. Par exemple, Spotify n'est pas ciblé. Nous autres, on met notre contenu sur Spotify et on reçoit 0 cent de ça. Est-ce qu'ils nous volent notre contenu? Non, on l'a mis volontairement. On pourrait l'enlever si on voulait. Mais il y a une raison pourquoi je ne l'enlève pas, Frank. C'est que de ce qu'on comprend, c'est que notre plus grosse source de nouveaux abonnés Patreon ont passé par Spotify.
Ben, exact. C'est un peu ce que Jérôme disait, qu'il voit que les gens qui arrivent sur Libre Média, ben, ils originent souvent de Twitter ou Facebook. Donc, c'est un peu ça le questionnement. Donc, il y a un peu un genre il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, mais en tout cas, l'avenir nous donnera la suite des choses. Écoute, on voulait parler aussi de ce qui s'est passé, ben, de ce qui se passe en fait en France. Moi, je suis ça un peu avec un œil. Bon, ça m'intéresse, mais on est un peu distancé, mais j'ai l'impression il y a comme deux mondes parallèles qui s'affrontent. C'est-à-dire, d'un côté, on a cette gauche française, maintenant incarnée par les Mélenchon et Sandrine Rousseau de ce monde, etc., eux sont dans le defund de police. Le problème, c'est le policier. Il n'aurait jamais dû tirer. Les policiers devraient être désarmés, puis avoir des fusils à l'eau quand ils vont dans les banlieues françaises. Ou, je sais pas moi, faire comme Justin Trudeau disait, quand il y a de la haine, on répond par l'amour. On dirait qu'il y a cette espèce de vision-là un peu un peu intense. Gaga. Un peu gaga. Là. Et de l'autre côté, on a comme on dirait comme la France profonde, là, si je peux dire, qui se réveille. Et il y avait même un genre de GoFundMe pour ramasser de l'argent pour la famille du policier qui a tiré sur le gars de 17 ans. Et là, tu te dis, mais on est face à deux mondes parallèles qui se confrontent. C'est même plus juste. Il y en a qui. La vision rapide, c'est de dire, ben, c'est pas compliqué, c'est les Français d'origine immigrée versus les Français de souche, mais ça va plus loin que ça. Là. Il y a beaucoup il y a beaucoup de Français blancs à lunettes qui sont du bord des casseurs, puis il y a des manifestants. Là. C'est vraiment, on dirait que c'est un genre d'affrontement, entre guillemets, gauche-droite, là, en plein milieu des rues françaises. Oui, la France est plus métissée qu'on pourrait le croire. Effectivement, il y a des nuances à faire quand on dit France profonde, France immigrée. C'est un peu dommage quand même il doit y avoir des millions de personnes qui se retrouvent vraiment prises en sandwich, comme on dit au Québec, là, entre les deux camps qui se dessinent. En même temps, il y a comme un troisième camp aussi que j'ai vu apparaître, qui est celui qui est né de la gestion de la pandémie, qui se méfie de la dérive sécuritaire potentielle qui pourrait suivre à ces émeutes-là. Donc, on pourrait parler d'une droite. Aujourd'hui, mettons, il y a la droite identitaire qui est très, très, évidemment, très contre toute manifestation, mais en fait, contre les émeutes, mais contre la violence, les incivilités, contre l'islamisation de la France, contre le banditisme, etc. Donc, il y a cette droite française très, très présente dans les grands médias. C'est la droite Figaro, c'est la droite Mathieu Bock-Côté, c'est toute la clique de Valeurs Actuelles. Donc, ça, c'est la droite un peu vin et fromage qui, nous, on représente, le pain baguette et les autres, c'est le kebab. Donc, ça, c'est très, très, très net. Ça fait longtemps, Ouais. ça fait 20 ans qu'on a ça. Puis, c'est la droite la plus représentée, sans doute, en France, c'est la droite Éric Zemmour. Donc, c'est une droite qui fait beaucoup d'argent aussi, d'une certaine façon, dans le sens où c'est une droite qui est très commerciale. C'est une droite commerciale qui est surreprésentée dans les médias d'une certaine façon, mais qui a le droit d'exister, évidemment. Qui est tout à fait légitime. Donc, il y a ça. Il y a effectivement la gauche ou l'extrême gauche antiraciste, identitaire. Donc, on a un affrontement qui est doublement identitaire. On est devant une sorte de romantisme. On est un peu dans ce que j'appelle la France des châteaux contre l'islam des chameaux. Donc, vous avez vraiment deux romantistes, c'est-à-dire vraiment une version Scheherazade de l'islam avec une version Jeanne d'Arc de la France. Là. Donc, encore là, on revient un peu à la droite Figaro, la droite identitaire, etc., à celle de Mathieu Bock-Côté. Donc, nous sommes les héritiers des Gaulois, finalement. Donc, on est devant deux trucs. Donc, des gens qui vont s'habiller en habit traditionnel islamique et des gens qui, bon, ne vont pas s'habiller avec des bérets, là, mais pas nécessairement si loin que ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça, vous avez ces deux pôles-là. Mais durant les émeutes, on a assisté à quelque chose de plus que ça, vraiment un nihilisme, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, au-delà de l'islamisme dont on parle depuis plusieurs années, du côté des casseurs, il y a un mélange de culture rap et d'islamisme. C'est-à-dire que le pillage des magasins, à quoi ça répondait? Il y a une sorte de volonté aussi de participer à la société de consommation. Donc, les magasins les plus prisés, c'était les grandes marques. Donc, les gens veulent piller des Lacoste ou peu importe. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de librairies qui ont été pillées. Là. Non. Fait qu'on n'est pas devant un mouvement non plus de gauche, au sens que quand on est de gauche, en général, on ne va pas piller la boutique Cartier là, parce qu'on ne veut pas de diamants. Vous comprenez? Il y a quelque chose aussi là-dedans d'un peu surréaliste. Ce n'est pas tout à fait de gauche comme révolte. Là. C'est pas une révolte.
En fond, mais ils n'ont pas de revendications. C'est encore pire que les Gilets jaunes. On n'a aucune idée quelles sont leurs revendications. Personne n'est capable d'en exprimer vraiment parmi ces gens-là. Est-ce qu'ils ont des leaders? Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, des leaders. Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait dire au gouvernement français qu'il faudrait peut-être réguler les réseaux sociaux. Donc, ça fait longtemps que le gouvernement français contrôle une partie des algorithmes. Et par exemple, que j'étais à Paris récemment en mars dernier et qu'il y avait je pense c'était contre la réforme des retraites. Il y a des hashtags qui sont bloqués ou qui sont en partie, comme on dit, shadow bannés par le pouvoir français. Oui, ça joue assez dur. Et on s'était rendu. Et nous, on avait filmé des poubelles brûlées. Et on voyait, j'étais dans ma chambre d'hôtel et je voyais que ça ne prenait pas là, sur les réseaux, alors que c'était pas parce que notre public ne s'intéressait pas à ça. C'était vraiment, on était shadow banné en gros, là, parce qu'on était à Paris, puis on l'avait publié depuis Paris, la vidéo. Enfin, c'est une hypothèse que je fais, mais c'est connu. Là, donc, le pouvoir français se demande en ce moment s'il ne faudrait pas même des fois suspendre les réseaux sociaux dans certaines régions, des zones où ça se passe. On voit tout de suite quand ces événements-là arrivent, la réaction première des gouvernements, c'est d'augmenter leur contrôle. Oui, c'est ça. Ça, c'est là où est-ce que tu disais, il y a une nouvelle droite qui s'identifie un peu plus à ça, de la méfiance envers l'État. Ouais. Depuis la pandémie. La droite anti-gouvernement. Donc, une sorte de droite libérale, finalement, au sens libéral, qui se méfie beaucoup de ça. Donc, la question que posent plusieurs internautes, c'est est-ce qu'on va se servir des émeutes pour instaurer plus de contrôle autour de la population? Est-ce qu'on va se servir de prétexte pour faire ça comme George W. Bush l'avait fait post-11 septembre? Donc, des réponses sécuritaires des États face à des événements qui sont tout à fait réels, qui n'ont pas été planifiés par le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut instrumentaliser ça? Moi, je ne suis pas certain parce que ça fait 30 ans que la gauche multiculturaliste, qui représente bien Macron à sa manière, insiste pour dire que l'immigration n'est pas un danger, au contraire. Donc, est-ce que les woke vont adhérer à cette logique sécuritaire-là qui viserait en partie les populations immigrées, pas en partie, là, qui viserait les populations immigrées pour justifier plus de contrôle? Je trouve que ça ne cadre pas dans le récit. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'identifier un virus ou des non-vaccinés comme menace. C'est un bouc émissaire beaucoup plus politiquement correct, les non-vaccinés, par exemple, que les immigrés. Donc, moi, je pense que c'est trop délicat. Je ne suis pas sûr qu'on est là. D'ailleurs, Macron n'a pas déclenché l'état d'urgence. Non, mais excuse-moi de te couper, mais c'est très facile de le faire avec les contre-manifestants qu'eux, on nous dit que c'est des militants d'extrême droite, néo-fascistes, etc. Oui, ça, c'est la technique canadienne. D'ailleurs, il y avait un truc dans Le Devoir ce matin. Oui, mais ça collerait plus, tu vois. C'est pas bête, là. Donc, parce que tu vois, regarde, je vais juste vous le présenter à l'écran, là, mais moi, à mon avis, c'est par là que ça va passer. Là. Tu vois, on nous parlait ce matin dans Le Devoir, une arrestation historique de la GRC dans un contexte de montée de l'extrême droite. Donc, moi, j'ai jamais rien vu qui ressemble à de l'extrême droite au Québec ou au Canada, mais ça a l'air qu'il y en a partout. On nous dit que c'est historique, tout ça. Et là, regardez ce qu'on nous dit dans l'article. On nous dit que c'est vraiment un événement important qui est en train de se passer parce que c'est la première fois qu'on utilise la loi antiterroriste du Canada pour arrêter des gens. Donc, une loi antiterroriste au Canada, là, et c'est la première fois qu'on l'utilise, non pas pour des gens qui font du terrorisme, mais qui font de la propagande haineuse en territoire canadien. Et là, on fait parler l'inspecteur David Baudouin de la GRC. Il nous dit, ben là, on utilise les trucs antiterroristes pour arrêter ces gens-là qui étaient des militants fous d'extrême droite. Et là, regarde la fin de l'article, ce qu'on nous dit. Dans le contexte de la montée fulgurante de l'extrême droite dans les dernières années, les experts en radicalisation et en extrémisme violent se réjouissent de constater que le gouvernement fédéral se soit engagé à déposer cet automne un projet de loi contre le contenu haineux en ligne. Excusez-moi, là, tout est là. Si la société de contrôle, là, puis le gouvernement dans vos culottes, là, tout est là dans ce paragraphe-là. C'est-à-dire comme en France, la tentation va être là de se servir de « Regardez, il y a des néo-fascistes dans la rue, ça justifie qu'on contrôle Internet, ça justifie qu'on fasse des projets de loi liberticides. » Ça va être ça la porte d'entrée, à mon avis, là, vers toutes ces mesures de... Bien, ils en rêvent la nuit. C'est un peu relié au sujet dont on parlait précédemment, c'est que les gouvernements rêvent de pouvoir contrôler Internet, les plateformes des médias sociaux, vos conversations privées, tout ça.
Et malheureusement, les événements de l'actualité qui mènent à des manifestations, ou du moment, à chaque fois qu'il y a un débordement violent de quelque chose, c'est un pas de plus vers Mais en le- France, le- ça va le- être. le- Mais c'est un très bon point. Puis effectivement, ça collerait plus au récit. On parle de narratif là, dans un anglicisme. Euh, c'est bon. C'est une analyse que je partage, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à faire en France où des islamos sont quand même rentrés dans un salle de spectacle comme le Bataclan pour fusiller 130 personnes. C'est-à-dire que avant que l'extrême droite soit. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de gens à convaincre de ça. C'est que quand même la droite dont je vous parlais, la droite vin et fromage, embarquera pas là-dedans. Là. Puis avec raison. C'est-à-dire que de présenter l'extrême droite française comme peut-être plus menaçante que ce à quoi on vient d'assister en France, bonne chance. On parle quand même de Charlie Hebdo, plusieurs attentats terroristes. Il y a des gens qui étaient sur des terrasses à Paris le 13 novembre qui ont été fusillés parce qu'ils buvaient un verre de vin blanc sur des terrasses. Là. C'est ça qui se passe en France. Il y a un poids de l'histoire aussi. Là. Donc, avant de faire avaler ça à la majorité des Français, j'espère que ça va prendre du temps. Parce que c'est carrément inacceptable comme analyse. Puis même au Canada, tu vois, c'est complètement gonflé cet article-là. Il n'y a pas de montée de l'extrême droite, plus qu'il y en a il y a 6-7 ans, que 10 ans. Le Canada est un pays qui n'a pas vraiment de tradition d'extrême droite. Là. Ça a peut-être les orangistes, etc. Mais il n'y a pas d'extrême droite au sens, il n'y a pas de la pensée raciste. C'est jamais déployé au Canada comme elle s'est déployée en Europe. Le Canada, comme les États-Unis, reste une terre d'immigration, entre guillemets. Les Amériques, c'est complètement différent que l'Europe. On ne peut pas penser les Amériques comme on pense l'Europe. Les Amériques, c'est la rencontre de trois civilisations. C'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est les Amérindiens. C'est ça, les Amériques au complet. Donc, c'est une ADN complètement différente. Enfin, là, je m'emballe un peu. Non, mais c'est bon parce que tu reviens un peu à la base du sujet parce que moi, ça fait des années qu'on me dit le Québec va devenir la France, la ghettoisation, l'islamisation, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Mais quand tu regardes réellement ce qui se passe en France, tu as vraiment l'impression que c'est un autre monde de ce côté-là. Puis j'aimerais ça revenir un peu plus à la source de ces problèmes-là avec toi. Cette ghettoisation qui s'est passée en France, qu'on ne vit pas tant que ça au Québec ou au Canada, malgré le fait qu'on soit très multiculturel. Aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays extrêmement multiculturel. Il y a certains ghettos, on va en être d'accord, mais on n'a pas l'impression qu'ils ont les problèmes que les Français ont de leur côté. Tu sais, je veux dire, quand on me dit qu'en France, il y a des endroits où est-ce que la police ne veut pas aller, je capote un peu d'entendre des affaires de même. Tu sais, alors, c'est rough. C'est une société qui est encore beaucoup moins aseptisée que le Québec, ça, c'est sûr. Là. Paris reste un centre assez, vraiment très, très bouillonnant. Paris, c'est une plateforme incroyable. Là. C'est une grande ville. Ça reste la capitale de l'Europe. C'est la plus grande ville d'Europe, si je me souviens bien. C'est pas banal. Et c'est un carrefour incroyable, évidemment, qui réunit l'Afrique et l'Europe. Donc, forcément. La question, oui, ben écoute, en France, c'est le poids de l'histoire. C'est-à-dire que si on remonte vraiment aux origines des problèmes d'intégration que connaît la France, on remonte au 19e siècle. C'est la colonisation du Maghreb. Ça part de là. Donc, après, c'est la guerre d'Algérie qui a fait 1,5 million de morts du côté d'Algériens. Donc, c'est pas banal. Une guerre qui a duré un peu moins que 10 ans, 8 ans, qui s'est terminée en 1962. Donc, c'est sûr que à partir du moment où vous avez des gens dont les parents ou les grands-parents sont algériens ou qui ont la double nationalité, à partir du moment où ces gens-là vivent dans cet esprit de revanche contre la France, parce qu'ils sont issus d'un pays contre lequel la guerre a fait la guerre. C'est-à-dire que la France a fait en quelque sorte la guerre à l'Algérie. L'Algérie a fait la guerre à la France. C'est la décolonisation, finalement. Donc, c'est sûr que là, vous avez un contexte vraiment différent. Au Canada, vous avez des immigrés indiens, c'est-à-dire, et hindous, bon, par la force des choses, les Indiens, des musulmans aussi, là. Mais c'est des immigrés indiens à Toronto. Évidemment, le Canada n'a pas fait la guerre à l'Inde. Donc, c'est sûr que ça facilite un peu l'intégration de ces personnes-là. Donc, vraiment, c'est le poids de l'histoire en Europe est très lourd. Et on n'est pas capable en France de se déprendre de ça. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup. Des fois, je dis à la blague à des péquistes que la France s'intéresse beaucoup plus à l'Algérie qu'au Québec. C'est tout à fait vrai.
La France, quand on regarde les titres de journaux, ne s'intéresse absolument pas au Québec. Elle est beaucoup plus portée, tournée vers l'Algérie. Il y a une nostalgie de l'Empire, de l'Empire colonial. Il y a une nostalgie de l'Algérie. Et même si vous allez à Alger, l'architecture, il y a plus d'architecture française à Alger qu'à Québec, là, vous comprenez. Là. Donc, ces pays-là sont beaucoup plus liés, l'Algérie et la France, que le Québec qui ne sera jamais lié à la France. Ça, c'est un fantasme très péquiste, vous comprenez. Bref, pourquoi c'est pire en France? Ben, il y a ça. Je pense que c'est vraiment central dans l'imaginaire. La guerre d'Algérie, c'est des séquelles qui ne sont pas du tout refermées. Après, je pense que la France est traversée par un désir d'assimilation qui est plus grand que celui qu'on va retrouver aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est possiblement qu'un pays comme la France laisse moins de latitude pour s'intégrer, entre guillemets, aux immigrés que le ferait les États-Unis. Il ne faut pas oublier non plus que la France, ce n'est pas les États-Unis qui est une puissance culturelle mondiale. La France, c'est un pays de 67 millions. Peut-être qu'elle se sent plus fragile que les États-Unis qui ont une capacité d'absorption des immigrés, mais phénoménale. Les États-Unis, c'est 330 millions de personnes, c'est immense. Donc, comment les États-Unis ont fait juste pour intégrer 50 millions d'hispanophones? Là, ils commencent à se sentir quand même un peu menacés. Mais il faut vraiment être un pays extrêmement fort pour faire ça culturellement, extrêmement confiant. C'est pas du tout le cas du Québec. Là. Au Québec, c'est sûr qu'avec raison, c'est vrai qu'un 7 millions de francophones n'a pas cette capacité d'intégration. Donc, le multiculturalisme, c'est une idéologie, mais la force démographique, la force culturelle des peuples, c'est quand même beaucoup ça qui va déterminer à quel point ce pays-là peut intégrer, absorber des populations immigrées. Si vous allez à Mexico, impossible là, qu'un musulman intégriste survive à Mexico. Il va être submergé d'abord de sexualité. Donc, son intégrisme, son puritanisme sexuel ne résistera pas à l'esprit latin, à toutes ces femmes extraordinaires dans la rue, etc. C'est absolument incroyable, vous comprenez? Donc, non, mais vous je comprends. Vous êtes noyés. Vous êtes noyés. On ne sait même pas où sont les touristes à Mexico. Il y en a plein partout, mais ils sont où? C'est tellement fort, tellement gros et c'est tellement monumental que vous ne pouvez pas survivre culturellement seul. Vous allez être complètement noyé dans l'eau. Donc, je pense qu'aux États-Unis, il y a un peu ce phénomène-là, mais puis beaucoup moins en France. Enfin, là, je viens de faire un grand Non, Yes. Hey, moi, je vais vous laisser, les gars. Je vais vous laisser finir ça. Fait que, merci, Jérôme. C'est super intéressant. On continue quelques minutes. Puis on à bientôt, Yann. Yes. À très bientôt. Écoute, l'autre, j'allais dire éléphant dans la pièce, mais c'est un peu ça, moi, dans cette question-là. Peut-être on peut terminer là-dessus. C'est le paradoxe de tout. Tu sais, puis la France, je trouve, est vraiment à l'avant-scène de ça, d'une certaine manière. C'est qu'à la fois, vous avez cette gauche-là qui veut un État ultra-policier, mais en même temps un État non-policier. C'est-à-dire que pour les sujets qui l'intéressent, c'est comme pendant la pandémie, c'était totalement normal d'envoyer des policiers avec des fusils, donner des tickets à des gens parce qu'ils étaient en dehors du 5 km, qui avaient le droit d'être à l'extérieur de leur maison pour aller s'acheter des fromages au supermarché. Il faudrait qu'il y ait une police pour venir vérifier à quelle heure vous remplissez votre piscine par journée de canicule. Il faut qu'il y ait une police pour venir vous donner une amende parce que vous avez mis du Roundup sur vos pissenlits. Vous voyez, il y a comme cette espèce d'état-là de contrôle qui est souhaité clairement par ces gens-là qui veulent interdire l'avion, interdire toutes sortes Ils sont en fait dans leur monde idéal semble être une société de contrôle où la liberté de l'individu est sacrifiée au profit du bien commun défini de manière plus ou moins claire. Et en même temps, ils tiennent le double discours que le policier qui, peut peut-être commettre une erreur de jugement, mais grosso modo faisait quand même son travail et servait la République. Normalement, on devrait dire, écoutez, il y a peut-être une erreur, le jugement fera son cours, puis comme dans le cas du gars qui a assassiné George Floyd, au pire, il finira en prison. Mais tout de suite, on tombe dans l'idée qu'il ne faudrait plus qu'il y ait les policiers de fusil, il faut désarmer la police, les policiers sont tous des salauds, le fameux tag ACAB, All Cop or Bastard. Puis là, tu te dis, mais vous vivez... je ne sais pas quel monde schizophrénique vous essayez de créer, mais vous vivez dans un monde où vous voulez que il y ait à la fois une police des mœurs, une police du sanitaire, une police de l'environnement, tout ça, mais en même temps, vous voulez qu'il n'y ait plus de police pour tout ce qui est criminalité, sécurité, répression de la criminalité. Il y a quelque chose là-dedans qui amène la société, à mon avis, à
à quelque chose qui est complètement délirant. C'est-à-dire que vous avez des voyous de banlieue, des gens criminalisés, tout ça, que la police devrait regarder puis laisser faire. Mais d'un autre côté, on devrait presque amener devant une cour de justice le gars qui remplit sa piscine par journée de canicule. Là. Donc, vous voyez à mon avis, il y a comme quelque chose qui est délirant dans ce modèle de société-là. Ben, c'est un des paradoxes qui a été relevé, c'est-à-dire qu'un État français qui impose un confinement militaire pendant pas 2 ans, mais plusieurs mois. Donc, l'armée a été utilisée pour faire respecter le couvre-feu, notamment. Donc, comment Emmanuel Macron a tenu un discours martial sur la pandémie, c'est-à-dire il l'a répété plusieurs fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre le virus. Chers compatriotes, nous sommes en guerre. Oui, mais l'État français n'est pas en guerre contre ces populations qui font sécession carrément de la population française et qui font la guerre à l'État, qui vont brûler les commissariats de police, qui vont brûler des stations de pompiers, qui vont brûler des écoles, qui vont brûler leurs propres écoles, qui vont brûler, qui vont incendier des véhicules, les véhicules de n'importe quel particulier qui se trouve sur la rue, qui vont tabasser des gens qui veulent empêcher que leur véhicule soit brûlé. Donc, comment on peut on peut confiner 67 millions de Français pendant plusieurs mois et ne pas réprimer ces gens-là à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'ils méritent quand même d'être réprimés. Et vous comprenez que si vous êtes franco-algérien, vous comprenez qu'en Algérie, vous ne pouvez pas faire la moitié de ça. C'est-à-dire la police va aller chez eux, va aller cogner chez votre mère en Algérie et ça se pourrait que votre mère se finisse en prison là, parce que votre fils a fait... On ne tolérerait jamais dans les pays de ces gens-là ce qu'on tolère en France. T'es sérieux, oubliez ça. Vous pensez que dans les pays arabes, le pouvoir tolérerait 5 minutes ce qui s'est passé en France? Jamais. C'est impensable. Donc, c'est complètement inacceptable. Il n'y a aucune justification à ça. Là. Ben, les pays qui semblent avoir beaucoup de problèmes ou être très concernés par ces mesures-là d'intégration semblent tous avoir un peu ça en commun, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui sont presque... En fait, sont désignés du doigt comme pratiquement ennemis publics de simplement faire leur travail. Là. C'est-à-dire, à Montréal, on a tous ce discours-là aussi, que les policiers sont tous des racistes qui font du ciblage racial, etc., alors qu'ils font leur travail. Là. Je veux dire, si ça donne qu'ils arrêtent quelqu'un plutôt qu'un autre, c'est probablement parce qu'il y avait des raisons de le faire, en tout cas jusqu'à une certaine mesure. En France, c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas partout ailleurs. Là. Je me faisais raconter récemment encore par quelqu'un qui me disait, écoutez, la première fois qu'on dit aux Québécois qui s'en vont en vacances ailleurs, c'est, entre autres, notamment dans certains pays européens comme l'Espagne. En Espagne, tu ne t'obstines pas avec un policier, tu peux avoir un coup de crosse en plein visage. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à penser en France ou au Québec. Là. Au Québec, d'imaginer qu'un policier va chercher la carabine dans le coffre et donne un coup de crosse dans le visage d'un citoyen, on en parlerait pendant 14 ans, puis il y aura une commission d'enquête. C'est pire que ça en Espagne, là, par contre. Mais il paraît qu'en Espagne, si certains endroits, le contrôleur de la route, s'il t'arrête, tu as intérêt à faire ce qu'on dit. Mais l'Espagne, c'est aussi l'endroit où, lors d'une fête comme la Saint-Jean, la San Juan, tu peux aussi aller boire une bière dans la rue avec un policier qui te regarde boire de la bière dans la rue. Mais tu sais, c'est les deux. C'est ça. C'est les deux. C'est le paradoxe peut-être espagnol. Mais oui, écoute, puis pour Montréal, ben, c'est un discours qui est très américain. Puis là, dans le cas de la France, on essaie de faire ça. Il y a des gens qui voient, parce qu'on le rappelle, il y a un jeune, Naël, 17 ans, qui est tué par un policier qui, dans un contrôle routier, le jeune n'a pas son permis de conduire. Donc, ça finit mal. Donc, une histoire tragique. Donc, il y a des gens qui font des parallèles à, évidemment, George Floyd. Donc, ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années. Et ce qui se produit en France. Il y a aussi une sorte d'américanisation de l'analyse qui ne tient pas compte de la spécificité française. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire cette américanisation du discours qui va nous faire croire qu'au Québec, à Limoilou, à Québec, les policiers agissent exactement comme des policiers du Missouri envers les gens noirs. Ouais. Là, on se dit non, vous ne comprenez absolument pas. Tu sais, Émilie Nicolas du Devoir qui voudrait nous faire croire que Lévis, où elle a grandi, était une zone où on pratiquait la ségrégation raciale. Tu disais, non, mais Émilie Nicolas, vous êtes une grande privilégiée de la société. Là. Vous n'êtes absolument pas une opprimée, mais absolument pas. Donc, c'est sûr que cette américanisation du discours ne nous aide pas à comprendre non plus ce qui se passe, surtout pas en France. Parce que, bon, je viens d'évoquer, c'est ça, des particularités culturelles, historiques. Mais pour revenir à ce que tu dis il y a quelques secondes, là,
Le paradoxe, on dit en France, fort avec les faibles, faible avec les forts, c'est-à-dire vous réprimez des Français dans leur quotidien pendant 2 ans de pandémie. Vous ne pouvez pas aller vous acheter un croissant sans passeport vaccinal, mais on va tolérer, entre guillemets, que des gens fassent des incivilités pendant X nombre de temps. Donc, c'est très, très paradoxal. Il y a beaucoup de Français qui s'en rendent compte. Oui, ben, c'est ça. Il y a un traitement à 2 vitesses là-dedans qui, à mon avis, est très problématique. Donc, au final, ce que tu dis, c'est que il y a une réalité qui est là. Il y a ces incivilités-là qui sont faites, puis on sent que. En fait, on sent que pour une bonne partie de tout ce qui est gauche politique, autant au Canada, en France que dans d'autres pays, ils se cherchent presque d'une certaine manière leur George Floyd à eux pour déclencher ces. Il y a toujours l'idée, tu le disais, là, qu'en France, on refait la révolution pratiquement tout le temps. Là. Ben, il y a un peu cette idée-là, là, faire sécession, faire révolution. Au Canada, on sent aussi que ça ne prendrait pas grand-chose. Il suffit qu'un policier à Montréal soit filmé en train d'arrêter brutalement un individu d'origine haïtienne, par exemple, pour que de telles manifestations puissent se déclarer, qu'on ait des Émilie Nicolas et autres. Et malheureusement, tout ça, l'impact négatif de toutes ces affaires-là, c'est justement la banalisation du contrôle du gouvernement sur la vie privée des gens. Il y avait des rumeurs comme quoi que le gouvernement français ou je me souviens plus exactement, mais j'ai vu ça passer comme quoi que il permettrait l'écoute électronique sur des téléphones de gens qui seraient ciblés parmi en même temps, c'est grave. Moi, je comprends les deux côtés. C'est-à-dire, c'est tellement grave ce qui se passe en France, mais tellement grave. Comprenez, écoute, la France, c'est un pays du G7, là, puis des magasins qui se font piller comme ça, ça n'a aucun sens. C'est des scènes qu'on devrait voir dans des contextes de guerre civile en Amérique latine. C'est extrêmement grave. Donc, est-ce qu'il faut renforcer le contrôle autour de certaines personnes qui sont à l'origine des émeutes? C'est possible que la réponse soit oui. Évidemment, moi, je ne suis pas un partisan du sécuritarisme. Je suis un des principaux critiques de cette idéologie-là. Mais là, vous comprenez, là, c'est parce qu'il y a des Français, à un moment donné, ils vont rentrer chez le monde. À un moment donné, ils vont défoncer votre porte d'appartement, ils vont rentrer chez vous, puis ils vont donner une taloche à votre femme. La France s'en va vers là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est des grosses questions, là, les grandes questions auxquelles je ne peux pas répondre en intégralité. Mais la France connaît une période très, très sombre. Et ces gens-là qui, effectivement, sont pour le contrôle des citoyens. La droite, la gauche anarchiste, là, pendant la pandémie, on ne l'a jamais entendu. C'est-à-dire la gauche anarchiste est contre la police quand il y a des émeutes en France, mais était où la gauche anarchiste pour décrier le contrôle social durant le confinement? Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a police partout, justice nulle part. Même au Québec, étaient où les anarchistes, là? Mais tu vois que ces gens-là, finalement, c'est que du vent. On se souvient au Québec, puis même ça avait eu lieu dans d'autres provinces, de vidéos, d'images qu'on avait vues qui étaient. C'était renversant là, de voir des policiers rentrer chez des gens qui recevaient illégalement, entre guillemets, pendant le couvre-feu, là, des gens à souper chez eux. Puis on voit 4-5 policiers avec des cagoules rentrer, arracher le fils des bras de sa mère pour le sortir de force de la maison. Ça avait été filmé. Tu sais, je veux dire, puis ça avait l'air de ne pas déranger personne. Mais tu sais, sort. Il était où les grands anarchistes? Là? Ah non, c'est ça. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus d'État policier. Là, l'anarchisme, c'est quand même. C'est contre l'État. L'anarchisme, c'est de vouloir une société sans gouvernement. Donc, où étaient les grands anarchistes de Montréal, des mouvements dits antifascistes? Quelle bonne blague. Hein? Tu vois que ces gens-là, c'est que du vide. Ce sont des profonds perdants qui n'ont absolument rien dans le ventre. Il est complètement incohérent avec leur propre doctrine, qu'ils ne comprennent pas leur propre mouvement. On était loin de Michel Bakounine, Kropotkin, etc., des grands penseurs anarchistes. Vraiment gênant. En terminant, est-ce que tu penses que cet événement-là, c'était le coup de pouce qui manquait pour l'arrivée au pouvoir de, par exemple, Marine Le Pen? Je ne sais pas, parce que honnêtement, ça fait quand même longtemps que la situation est proche de ces événements-là. C'est-à-dire que la situation, est-ce qu'elle pouvait être pire? Oui, là, mais je pense pas qu'il fallait attendre aussi longtemps. Pas que je suis pour le Front National, le Rassemblement national, mais dans le sens où les Français ont eu plusieurs occasions là, de réagir, du moins.
Et ils n'ont jamais saisi aucune occasion dans les dernières années, dans les 10-15 dernières années. Donc, pourquoi ces événements-là les traumatiseraient davantage que le Bataclan? Tu sais, le Bataclan, excusez-moi, là, 13 novembre, 130, 140 Français tués, assassinés par des islamistes en plein cœur de Paris. Pourquoi donc Marine Le Pen, après ces émeutes-là, et pas après le Bataclan? Tu sais, comprenez, là? Ouais. C'est fou pareil, hein, cet univers-là dans lequel ces gens-là vivent, que il y a des gens qui font sécession du pays, il y a des meurtres, il y a du vandalisme, il y a toutes sortes d'affaires, et tu as cette bonne gauche-là que sa principale obsession, c'est de tout faire pour être bien sûr que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir parce que ce serait, je sais pas, le prélude à un genre de génocide ou je sais pas. Tu sais, ces gens-là vivent dans un univers parallèle, là, alors que c'est très probable que si Marine Le Pen était élue, elle ferait sensiblement pareil que les autres qui ont précédé, avec peut-être un petit peu plus musclé au niveau de la justice, mais tu sais, honnêtement, je suis loin de penser que ça changerait et ça virerait de bout pour bout les politiques du pays. En général, les politiciens qui sont élus mettent toujours beaucoup d'eau dans leur vin et sont toujours des déceptions par rapport à ce que... C'est toujours grosse annonce, petit magasin. Donc, tu sais, ça me fascine un peu là, de voir cette peur hystérique-là malgré des années et des années d'applauventrisme gouvernemental devant la criminalité, puis il y a quelque chose de délirant un peu là-dedans. Même Zemmour, on va voir. Zemmour qui a fait un très mauvais score aux dernières élections. Bon, qui est un nouveau venu, mais est-ce qu'il va vraiment... Même lui, Éric Zemmour, va profiter de ces émeutes-là, au sens... dans les sondages, c'est à voir. C'est fou. Il y a une résilience par rapport à ça. Il y a une passivité de la population française, voire une soumission, en quelque sorte, de la population française par rapport à ça. Et c'est un peu décevant, mais enfin, c'est assez déplorable. Ouais, c'est assez déplorable, effectivement. Ben, écoute, je te remercie d'avoir été là encore aujourd'hui. On renvoie les gens à libremedia.com. Avec un tiret, oui. Avec un tiret. Sinon, si vous faites Libre Média, tant que Google ne vous barre pas, vous êtes encore correct. Les gens vont vous trouver assez facilement. Puis nous, ben, on se reparle dans un prochain podcast. Excellent, merci. À bientôt. Bye.